Franck Ferrand. Et pour ce deuxième épisode du Grand Destin consacré à Marcel Proust toute cette semaine, vous vous intéressez aujourd'hui, Franck, à son enfance. Il est issu d'une famille plutôt aisée, cultivée, mais lui est très fragile. Oui, même, disons, une famille très aisée. Le docteur Proust est un homme assez considérable à Paris, qui reçoit à sa table des professeurs en médecine, des académiciens, des gens importants. Mais, c'est très intéressant, il reçoit toute cette bonne bourgeoisie de la Troisième République, mais pas la haute société. Chez les Proust, on ne fait pas partie de la haute société. Il n'y a pas de princes et de princesses à table, il n'y a pas d'ambassadeurs étrangers, de gens comme ça, si vous voulez. On n'est pas dans ce grand monde qui va, dès l'enfance, fasciner Proust. C'est quand même extraordinaire de penser qu'une part non négligeable de ses rêves, Proust va les tourner vers cette haute société. Et regardez la façon dont il se fera accepter peu à peu de la comtesse Greffeuil, par exemple, qui se laisse vanter, si je puis dire, sans rien dire, veut bien accepter ce petit Proust qui a l'air rigolo. Mais Marcel entrera un jour dans la haute société. Il n'en fera jamais véritablement partie. Et la vie de ce grand monde, à travers la vision fantasmée des Guermantes, sera au cœur même de son œuvre. Ça, c'est assez extraordinaire. Quant à la mère, Jeanne, l'épouse du docteur Proust, elle appartient plutôt à la bourgeoisie, la haute bourgeoisie juive, très cultivée, vous savez, où l'on écoute beaucoup de musique, où l'on professe des idées, c'est la famille Veil, où l'on professe des idées plus libérales et républicaines, des idées qui seront elles-mêmes celles de Proust. Et on trouvera un jour cet aspect paradoxal, c'est-à-dire un jeune homme qui sera tiraillé entre sa fascination pour l'aristocratie du boulevard Saint-Germain, et là on peut dire qu'on est sur les franges très à droite du conservatisme, et puis en même temps quelqu'un qui va se montrer dreyfusard, progressiste, avec des idées, comme on disait à l'époque, avancées, ce qui ne contribuera certes pas à le faire toujours très bien accueillir dans ce grand monde. Alors, c'est à partir des vacances de 1878, Proust est né en 71, donc il a 7 ans, à partir des vacances de Pâques, on se rend chez les Amyot. Alors, Madame Amyot est la sœur du docteur Proust. Elle vit recluse dans sa chambre, et c'est le modèle de la fameuse tante Eulalie, bien entendu, vous savez, qui ne bouge pas de sa chambre et qui demande à sa femme de chambre, Françoise, dans La Recherche du temps perdu, de lui raconter un peu la vie du village, et qui ne vit en quelque sorte que parce qu'elle peut apercevoir par sa fenêtre. Et puis son mari, donc, Jules Amyot, est un marchand de draps. Ils vivent donc dans cette maison tranquille de la Beauce, à Illiers, qui va devenir Combray, évidemment, sous la plume du narrateur. Et c'est là qu'ont lieu les souvenirs dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces promenades extraordinaires, avec ces matinées de lecture, avec ces après-midi de promenade du côté de Guermantes ou du côté de Méséglise, pour reprendre la terminologie du roman, l'auteur se passionnant pour les aubépines, pour les pommiers en fleurs, et bien entendu pour les nénuphars. J'ai eu l'occasion déjà de citer à ce micro ce qui est à mon avis la plus belle page du premier tome de La Recherche, du côté de chez Swann. Il y a là, à mon avis, la quintessence même de l'esprit proustien et de la façon dont Proust, à partir d'une simple description d'un paysage, en l'occurrence il regarde les nénuphars, les nymphéas comme il dit, il en tire un véritable tableau littéraire. Mais plus loin, dit-il, le courant se ralentit, il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir dans les petits étangs que forme la Vivonne de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, elle donnait à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que, lorsque nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Mais vous imaginez jusqu'où il va quand même. Plus loin, dit-il, les fleurs plus nombreuses étaient moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après les feuillements mélancoliques d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées.
Et il dit et soit que l'après-midi fit étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d'un bonheur silencieux, attentif et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu'il y a de plus précieux, de plus fugitif, avec ce qu'il y a d'éphémère, avec ce qu'il y a d'infini dans l'heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. Europe 1, au cœur de l'histoire.